Bienvenue pour ce webinaire. Et ce que je vous propose, puisque on s'est engagé à tenir en 45 minutes, on va commencer donc sans plus tarder. Donc, je suis Laurence Roupouillet, je suis une des organisatrices de ce moment de partage. Et je vais tout de suite passer la parole donc, pour cette thématique sur ce qu'on a appelé la prévention 3D, c'est-à-dire la prévention santé, sécurité au travail dans 3 dimensions. On va commencer tout de suite donc avec Karen Durand-Hakim. Donc Karen, pour te présenter rapidement, donc toi tu es avocate en droit du travail, tu es également médiatrice, tu auras certainement l'occasion de nous parler de la médiation. Est-ce que tu pourrais faire pour nous le point sur un sujet qui est très important pour les entreprises en particulier depuis 2008, qui est celui des risques psychosociaux? Tout à fait, merci Laurence. Alors effectivement, l'objet de mon intervention, qui va durer à peu près une petite dizaine de minutes, c'est de vous parler des risques psychosociaux. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la responsabilité légale de l'employeur par rapport à ces risques? Et quels moyens il a pour les prévenir? Parce qu'il y en a des moyens. Alors déjà, les risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Ce sont des risques professionnels, les risques psychosociaux, des risques pour la santé mentale, physique et sociale, qui sont engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. C'est une définition qui est un peu lourde. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est surtout, en fait, on les distingue par leur origine, ces risques psychosociaux, parce qu'ils trouvent leur origine dans les conditions d'emploi, dans les facteurs organisationnels et relationnels. C'est ça ce qui crée des risques psychosociaux. Ce sont donc les conditions d'emploi qui peuvent avoir des répercussions sur la santé. Cela renvoie en fait à des situations très variées. On peut parler de stress au travail, de burn-out, d'épuisement professionnel, des violences, du harcèlement moral, des agissements sexistes, etc., etc. Tout ça, ce sont des risques psychosociaux. Et les causes, eh bien, elles peuvent être diverses. Ça peut être dû à une surcharge de travail, à une mauvaise gestion du stress, à un manque d'autonomie, de soutien social, de reconnaissance, la sensation peut-être de ne pas bien faire son travail, etc. Vraiment, les causes sont tout à fait diverses et elles appartiennent à chacun. Le harcèlement moral ou sexuel sont, eux, des formes précises de violence. Elles ont la particularité d'être réglementées par le Code du travail. J'y reviendrai après sur les autres. Il s'avère, selon une enquête d'ARES des conditions de travail et risques psychosociaux qui a été effectuée en 2016, que 30% des salariés, je dis bien 30%, signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. Donc c'est 30% de trop. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport à ces risques psychosociaux, quelle est l'obligation de l'employeur? Eh bien, il en a une, parce que même si effectivement ces risques ne sont pas codifiés comme peuvent être codifiés d'autres risques dont va vous parler tout à l'heure Damir, les risques mécaniques, chimiques, etc. par exemple, eh bien, on est loin d'avoir un vide réglementaire, puisque vous avez un article dans le Code du travail, qui est l'article L 4121.1 du Code du travail, qui dit que l'employeur a une obligation, on vous dit l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et les risques psychosociaux font bien partie, effectivement, de ces risques que l'employeur doit préserver et doit protéger pour les salariés. Donc, en fait, on a bien un article qui ne vise pas expressément les risques psychosociaux, mais effectivement, ils sont concernés par cet article. Il revient donc à l'employeur d'évaluer ces risques psychosociaux et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit d'une obligation, alors on parle soit d'obligation de moyens renforcée, qui est quasi une obligation de résultat, parce que si l'employeur ne respecte pas effectivement cet article du Code du travail, ne met pas en œuvre certaines mesures pour préserver ses salariés, il pourrait très bien y avoir une qualification de faute inexcusable de l'employeur et il peut être condamné à divers dommages et intérêts. Et puis on a un autre principe qui est codifié dans le Code du travail, qui est l'article L 4121.2 du Code du travail. Au même titre que les autres risques professionnels, eh bien, les risques psychosociaux doivent être évalués et intégrés dans quoi? Dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et qui est obligatoire dès lors qu'on a au moins un salarié.
Ce document, il s'inscrit dans une démarche de prévention. Il permet d'identifier et de hiérarchiser les risques auxquels les salariés d'une entreprise sont exposés. Donc, les risques psychosociaux doivent être également évalués et doivent être intégrés dans ce document unique d'évaluation des risques. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a une obligation légale de l'employeur de prévenir ces risques. Et maintenant, je vais vous parler des actions de prévention. À quel niveau, en fait, l'employeur doit-il prévenir, doit-il intervenir pour prévenir ces risques? Eh bien, on considère qu'il y a 3 niveaux de prévention des risques psychosociaux. Vous avez la prévention primaire, vous avez la prévention secondaire et vous avez la prévention tertiaire. Que recouvrent ces 3 types de prévention? La prévention primaire, elle correspond à l'ensemble des actions qui a pour but d'identifier et éliminer les facteurs du risque à la source. On est donc en amont. Elle s'inscrit dans une logique d'anticipation et donc de prévention. Elle tente en amont, dans l'organisation du travail, d'agir sur les causes des risques. Il s'agit de repérer les facteurs de risque, puis de les réduire, voire même de les éliminer dans la mesure du possible. Ça, c'est la prévention primaire. Vous avez la prévention secondaire, qui vise, elle, à éliminer les conséquences des risques psychosociaux sur les personnes présentant déjà des symptômes. Donc, on n'est pas en amont, il y a déjà des symptômes chez certaines personnes, et donc il s'agit d'une prévention qu'on appelle également corrective, qui intervient sur une partie des facteurs que l'entreprise aura le plus facilement repérés après la mise en œuvre d'une démarche de détection des risques psychosociaux. Et enfin, la dernière prévention, qui est tertiaire, elle s'inscrit dans une logique de réparation. Je serais tentée de dire que le mal est fait déjà, et donc il s'agit d'intervenir sur des personnes qui présentent déjà leur état est déjà grave, et il faut faire en sorte que l'état ne s'aggrave pas plus. En général, il s'agit de mesures qu'on va adopter dans l'urgence. De manière plus pratique, si je prends l'exemple du stress, par exemple, au travail, eh bien, la prévention primaire consiste à réduire celui-ci avant l'apparition d'un stress chronique. La prévention secondaire, ça va être par exemple un programme de gestion individuelle du stress qui va être appliqué. Et en ce qui concerne la prévention tertiaire, pour un individu qui présente déjà des troubles anxio-dépressifs dus au stress, eh bien, il s'agit de mettre en place une psychothérapie. Donc voilà les 3 niveaux de prévention. Et donc, de quels outils dispose? Que je vous ai dit, voilà ce que doit faire l'employeur. Il a une obligation légale. Et quels sont les outils qui lui permettent d'éviter ces risques psychosociaux, de les prévenir? Eh bien, il y en a un qui marche très très bien, qui est la médiation. Donc c'est ça l'objet effectivement c'est le cœur, on va dire, de l'exposé que je voulais faire, c'est d'utiliser, je conseille fortement aux employeurs d'utiliser la médiation, qui est un des outils qui est prévu justement, qui est même prévu qui est codifié dans le Code du travail en ce qui concerne le harcèlement moral, qui peut être mis en place à tous les stades que je viens d'indiquer de prévention, que ce soit au stade primaire, secondaire ou tertiaire. Or, les employeurs n'y pensent pas obligatoirement, pas souvent, parce que d'abord, certains ne le connaissent pas, ou en tout cas connaissent très mal la médiation. Parce que qu'est-ce que c'est la médiation? Donc, tout le monde sait que c'est un mode alternatif de résolution des conflits, mais comme peut l'être la conciliation ou l'arbitrage. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce qui distingue la médiation de la conciliation ou l'arbitrage. Eh bien, ce qui distingue la médiation, c'est que c'est un mode où on va intervenir sur la gestion des émotions et on a une volonté de traiter le conflit dans sa partie immergée, à savoir faire ressortir les besoins, les valeurs, les attentes de chacun. Et en fait, la médiation, elle s'intéresse à la relation entre une ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes, et non uniquement sur le litige ou le différend, sur le problème. On ne s'intéresse pas juste au problème, mais on s'intéresse à la relation. Et donc, elle apporte une certaine humanité dans les relations professionnelles et managériales. C'est la raison pour laquelle elle a toute sa place en entreprise. Son objectif, en fait, c'est de rétablir la communication entre les personnes. Une communication qui peut être rompue ou sur le point d'être rompue. Elle permet en fait la mise à plat ou la prise de conscience de décalage, de perception, et la restauration de la relation et l'instauration de solutions acceptables par tous et durables. En fait, c'est pour leur permettre de pouvoir mieux travailler ensemble. La médiation est donc un moyen de prévenir les risques psychosociaux en proposant un espace d'expression. Et je vous l'ai indiqué, elle est même prévue par le Code du travail, en son article L 1152-6, qui prévoit la possibilité
de recourir à la médiation lorsqu'on est harcelé moralement. Dès le départ, on n'est pas obligé d'attendre la fin d'une enquête. On peut très bien la solliciter dès le départ. Et donc, on peut solliciter la médiation dès qu'un salarié, par exemple, se plaint de harcèlement moral, il peut très bien le faire, même si l'enquête n'a pas eu lieu. On peut aussi mettre en place une médiation lorsqu'une enquête a eu lieu et que finalement le harcèlement n'est pas démontré. Mais même s'il n'y a pas eu harcèlement, il y a eu des difficultés entre une ou deux personnes ou entre plusieurs personnes. Et ce n'est pas anodin. Donc, il faut mettre en place une médiation pour pouvoir retrouver une relation pérenne, sereine, saine entre les personnes pour lesquelles il y a eu un différend. Et puis, effectivement, on peut aussi proposer cette médiation lorsque la victime, par exemple, présumée, a pris du recul au travers d'échanges, par exemple, avec le service des RH, avec le CSE, les partenaires sociaux, et se dit, finalement, voilà, c'était peut-être pas vraiment un harcèlement, mais il y a eu un problème, donc je souhaite effectivement en parler, avoir un espace pour pouvoir dialoguer et dire ce que j'ai sur le cœur. Donc, ce processus de médiation, il peut être lancé à différents moments. Je viens de le dire, lorsque les difficultés relationnelles ne permettent plus aux personnes concernées de travailler ensemble, et avant leur transformation en incivilité et violence interne, donc au début. Lors d'allégations de harcèlement provenant d'un collaborateur ou d'un collectif, dans un contexte également d'arrêt de travail répété, pour prévenir peut-être un burn-out ou autre chose, on ne sait pas ce que révèlent ces arrêts de travail, ou alors en anticipation de difficultés à l'occasion de la mise en place, par exemple, d'un projet à fort enjeu de type restructuration de services, restructuration dans une entreprise, mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un changement de process, un changement d'outils, enfin tout ce qui est dans le changement, dans la transformation, peut être source de conflit, et donc la médiation a toute sa place. Il faut savoir que selon une enquête qui a eu lieu assez récemment, 9 salariés sur 10 disent être concernés par un conflit au travail. Et il faut savoir également que 8 médiations sur 10 aboutissent à un accord. L'enjeu en fait de la médiation, c'est pas que la médiation ne marche pas, c'est juste de participer, d'être volontaire à cette médiation. C'est ça tout l'enjeu. À partir du moment où les personnes y participent, en général, on aboutit à un accord. Et donc, je viens de vous le dire, la médiation, en fait, elle peut intervenir à tous les niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Selon Sylvie Adigès, qui est une médiatrice que j'ai eu l'occasion de côtoyer, elle dit « La médiation curative, elle a lieu quand il y a le feu. Et puis la médiation préventive, elle vise à éviter l'embrasement. » Donc effectivement, elle est utile à tous les niveaux de prévention. Donc au niveau, par exemple, primaire, là, il s'agit d'une médiation préventive qui permet d'éviter l'escalade conflictuelle le plus en amont possible et de mettre en place les difficultés dans la coopération. La médiation, elle peut s'inscrire dans le secondaire. C'est par exemple permettre aux salariés de faire mieux face aux situations relationnelles stressantes qu'ils rencontrent. Et enfin, au niveau tertiaire, c'est pour chercher une réparation, comprendre ce qui s'est passé, et elle s'inscrit donc dans le cadre d'une meilleure communication. Essayer de relancer le dialogue. Et donc, en conclusion, le recours à la médiation, eh bien, c'est un outil, vous l'avez compris, en tout cas, c'est l'idée que je voulais vous en donner, c'est un outil précieux en prévention des risques psychosociaux, puisqu'on n'y pense pas toujours. Cela permet d'améliorer la qualité relationnelle, d'éviter les effets de clan, des aggravations et manifestations du mal-être en cas d'absence d'action ou de prise en compte insuffisante des situations de tension. Parce qu'effectivement, parfois, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on a du mal à évaluer. Eh bien, la médiation permet justement d'évaluer tout cela. J'en ai terminé, et donc je vais laisser la place à Damir qui va vous exposer tout ce qui peut être mis en place dans les entreprises en matière de préservation des biens et des personnes. Et Damir, on ne t'entend pas, il faut que tu remettes le son. Merci Karen pour ce relais. Donc moi je me présente rapidement. Donc Damir, donc moi je suis préventeur en risque professionnel en entreprise. Et par rapport à tout ce que vous a dit Karen et ce que vous dira tout à l'heure Laurence, moi je vais axer mon intervention sur la sécurité en entreprise, que j'interviens beaucoup pour accompagner les chefs d'entreprise à respecter leurs obligations réglementaires et législatives. Donc, mon accompagnement, il part du principe qu'aujourd'hui, vous avez énormément de dangers dans les entreprises. D'accord? Le danger, je vous le rappelle, hein, c'est ce qui va caractériser un dommage, plus ou moins grave. Et ces dangers-là, il faut les éviter. Il faut les éviter parce que sinon, vous allez vous exposer à des risques
Et en s'exposant à des risques, ben, on amène l'entreprise à un moment donné à se poser des questions sur la continuité de l'activité. Quelques chiffres rapidement. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 650 000 accidents du travail par an, qui génèrent plus de 650 morts par an. Donc, si on fait le ratio, ça nous amène à peu près entre 2 voire 3 morts par jour. Donc, quand on entend ce chiffre-là, on peut se poser un certain nombre de questions, mais il y a des obligations qu'il faut respecter parce que ben, on vient au travail pour, comme l'adage, hein, pour gagner sa vie et non pas pour la perdre. Donc moi, l'accompagnement, il se fait d'une façon rationnelle, euh, avec, comme le disait également tout à l'heure Karen, je vais reprendre un petit peu quelques notions dont elle vous a parlé tout à l'heure, c'est que il faut absolument aujourd'hui que dans les entreprises, on comprenne que la mise en place des principes généraux de prévention, c'est quelque chose qui est essentiel. Les principes généraux de prévention, c'est ceux qui vont faire que le chef d'entreprise va entamer une démarche de prévention. Et comme je le dis souvent, la démarche de prévention, elle doit vraiment être initiée par l'entreprise, par le chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise n'initie pas cette démarche de prévention, je ne vois pas pourquoi le salarié irait la faire, cette démarche. Et la démarche, elle est simple. Mais par contre, bien sûr qu'il faut des moyens. Et comme on dit, plus on fait de prévention, plus ça nous coûte cher, moins il y a d'accidents. Par contre, moins on fait de prévention, moins ça nous coûte, mais plus il y a d'accidents. Et je préfère me mettre dans la position où j'ai moins d'accidents dans mon entreprise, dans la position où j'en ai plus, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'abord éviter les risques. Éviter les risques de la façon la plus simple, en mettant en place des actions de prévention. Donc, les actions de prévention, on va les mettre par des moyens. Les moyens, ils vont permettre de supprimer le danger. Et en supprimant le danger, on va pouvoir mettre les salariés dans une situation où ils vont pouvoir travailler sereinement. Et donc, l'évitement de ces risques, bien sûr, ne peut pas se faire dans toutes les entreprises, dans toutes les activités. Pourquoi? Parce que vous avez des activités, je prends par exemple le BTP, que je fais beaucoup, euh, on ne pourra pas éviter le risque. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui travaille en hauteur, il peut chuter. Par contre, on va lui mettre les moyens. Donc, on ne va pas lui dire qu'il n'a pas le droit de travailler en hauteur parce que malheureusement, il faut qu'il travaille en hauteur. On ne va pas construire un bâtiment en sous-sol, il faut le construire en hauteur. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est qu'il faut évaluer le risque. Et l'évaluer, le risque, on va l'évaluer de la façon la plus simple en utilisant un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Karen vous en a parlé tout à l'heure. Donc, moi, j'y reviens également parce que c'est vraiment ce document aujourd'hui qui est à la base de toute initiative de prévention dans l'entreprise. C'est un document qui est obligatoire dès lors qu'on a un salarié. C'est obligatoire aussi, pourquoi? Parce que vous avez des unités de travail dans l'entreprise que vous devez identifier. Ces unités de travail, ça démarre de la partie administrative, la partie commerciale, la partie comptable, etc. Et dès que vous avez initié tous ces risques dans ces unités de travail, il faudra mettre en place des plans d'action. Les plans d'action, on va les mettre par rapport à quoi? Par rapport à un calcul qui est simple, qui est de mesurer la gravité et la fréquence. Quand on a mesuré ces deux choses-là, on va se rendre compte que le risque est plus ou moins grave et que donc il faut le diminuer. Hein? Et après, ce qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, c'est qu'il faut qu'on combatte les risques à la source. D'accord? Combattre les risques à la source pour éviter justement à un moment donné qu'on arrive à un accident. Donc, combattre les risques à la source, c'est vraiment près de l'émission. D'accord? Et c'est comme ça qu'on démarre une activité, c'est comme ça qu'on démarre un chantier, c'est comme ça qu'on démarre par exemple, une action de distribution dans les établissements qui font de la distribution de matériaux, etc. On va combattre le risque à la source. Dès qu'on a fait ça, il faut qu'on adapte le travail à l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui vont faire qu'on peut adapter le travail à l'homme. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui continuent encore à travailler et à malmener le dos des salariés parce qu'on ne leur met pas en place les outils nécessaires. Les outils nécessaires, c'est un outil qui va leur permettre de pouvoir justement les aider sur les postures, sur la façon dont ils vont mettre en place les mouvements pour porter les charges.
Et il y a des outils aujourd'hui comme les exosquelettes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous en avez entendu parler. Ben, c'est très simple d'utilisation. C'est vrai que c'est un coût, mais c'est très simple d'utilisation et on se rend compte à un moment donné que, ben, en fait, le mouvement, c'est même pas nous qui le faisons. C'est l'exosquelette qui fait le mouvement. Ben, c'est ça, en fait, adapter le travail à l'homme également, parce que les outils qu'on avait d'antan, c'est plus les outils qu'on a aujourd'hui dans les entreprises comme dans le BTP, une nouvelle fois. Aujourd'hui, il me rend compte, il me rend compte et il me raconte l'évolution qui a eu lieu quand ils sont rentrés dans l'entreprise il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. Et il faut le prendre en compte. Dès qu'on a fait ça, bien sûr qu'on va tenir compte aussi de l'évolution de la technique. L'évolution de la technique, c'est on ne va pas travailler de la même façon avec le même matériel qu'on avait il y a quelques années. On évolue avec la technique. On va remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. C'est vrai que c'est simple à dire, mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne le font pas, parce que tant qu'il n'y a pas d'accident, ben, ils ne trouvent pas la nécessité de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. Et c'est ce que je dis aussi souvent dans les entreprises, c'est que vous avez des risques partout. Rien qu'un risque de chuter de plein pied, aujourd'hui, c'est la deuxième, voire la troisième cause d'accident au travail. Et les salariés ne sont pas conscients de ça. Donc, il faut vraiment remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux. Et puis, il faut planifier la prévention. Planifier la prévention, c'est de se dire, ben, on a une organisation du travail. Ben, l'organisation du travail, on va y mettre en place ben, des moyens, on va faire des veilles réglementaires. Et ces veilles réglementaires vont nous amener à avancer le plus sereinement possible vers une organisation qui sera plus sereine et plus stable dans l'entreprise. Parce que je rappelle également, même si ce mot performance peut faire peur, mais aujourd'hui, une entreprise, elle fonctionne parce que les salariés sont dans de bonnes conditions dans l'entreprise, parce que la qualité de vie au travail fonctionne, et que donc, dans le même intérêt, la performance de l'entreprise s'y fait sentir. Et vous avez également, donc, comme je vous ai dit, vous avez des salariés qui travaillent en hauteur ou qui travaillent en sous-sol. Ben, il faut leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir travailler sereinement. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On va donner une priorité qui est celle de mettre en place des équipements de protection, des mesures de protection collective. Mesures de protection collective, c'est par exemple une personne qui travaille en hauteur, on met une rambarde autour de lui, on fait une ligne de vie, on l'accroche avec son harnais, et comme ça, il va éviter de chuter. Combien de fois on voit des salariés qui travaillent en hauteur et qui ne sont pas protégés? C'est sûr que même vous, vous en voyez, à chaque fois que vous passez dans un coin de rue, vous voyez quelqu'un qui travaille sur une voiture et qui n'est pas protégé. Oui, mais le risque, c'est la chute. Et pour terminer sur ces mesures de prévention, vous avez la planification des informations et des formations qu'on va donner aux salariés. Évidemment, les formations, les informations, elles sont obligatoires. Euh, les salariés n'en prennent pas conscience parce que soit c'est fait une fois de temps en temps, soit c'est rarement fait. Mais l'employeur, lui, quand il envoie une convocation à ses salariés, il marque bien sur la convocation que la formation ou l'information qui va vous être donnée est obligatoire. Donc, vous vous exposez à des sanctions si vous ne venez pas à ces formations ou à ces informations. Donc, voilà en fait les principes généraux de prévention que je souhaitais vous lister parce que c'est vraiment ces principes généraux de prévention qui vont faire qu'aujourd'hui, une entreprise va continuer à performer, que les salariés vont se sentir en sécurité dans l'entreprise et qu'on va aujourd'hui éviter un certain nombre d'accidents qui peuvent engendrer, comme je vous ai dit, des dommages qui sont plus ou moins graves. Et aujourd'hui, il faut en prendre conscience parce que malheureusement, même si on a l'impression qu'on met beaucoup de choses en place dans les entreprises, aujourd'hui, notre pays, la France, on est dans les 3, voire les 4 premiers les moins bien notés. Parce que justement, alors soit c'est parce qu'on met trop de moyens en place, parce que aussi on peut se dire ben, la réglementation elle est trop contraignante, donc nous on n'y va pas et on ne comprend pas. Mais il faut que vous le sachiez, aujourd'hui vous avez un podium, voire les 4 premiers, et la France est dedans. D'accord, donc on va faire en sorte aujourd'hui d'avancer pour éviter les risques, pour les éliminer s'il faut les éliminer. Et nous, notre travail il consiste à ça, il consiste à conscientiser vraiment les générations, à conscientiser les chefs d'entreprise, à
faire comprendre aux salariés qu'il faut qu'ils viennent au travail sereinement et qu'il faut qu'ils repartent sereinement au travail le soir parce qu'on n'a pas appelé leur famille pour leur dire qu'il y a eu un accident dans l'entreprise. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais rapidement vous dire, vous donner comme information. Aujourd'hui, je crois que c'est essentiel, hein. On ne pourra pas performer dans les entreprises si on n'a pas à la fois cette conscience que la sécurité du salarié est importante et surtout si on ne met pas en place les moyens nécessaires pour justement préserver la santé et la sécurité des salariés. Voilà, donc moi j'en ai terminé. On avait 15, entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Puis je vais laisser la parole à Laurence pour nous parler de la santé mentale, chose que je n'ai pas abordée. À toi, Laurence. Merci, Damir. Alors effectivement, tu as parlé des chutes et des accidents du travail. Moi, je vais évoquer pour vous davantage la santé mentale et la santé mentale au travail, peut-être en remettant en place déjà quelques notions, puisque c'est un sujet qui est quand même plus récent, même si pour partie avec Karen, on l'a évoqué déjà. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Donc, je vais vous proposer la définition de l'OMS qui édicte que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc la santé mentale, c'est un certain nombre de composantes qui va au-delà de l'absence de troubles hein, ou de handicaps mentaux. De manière plus concrète peut-être, les problèmes de santé mentale, ça recouvre en fait ce qu'on appelle les troubles psychiques. Donc les troubles psychiques, ce sont essentiellement aujourd'hui les troubles dépressifs, bon, la dépression, les troubles anxieux, mais aussi, on y pense un peu moins, les troubles psychiques qui peuvent être induits par la consommation de substances. Et c'est quelque chose qui n'est pas rare malheureusement sur un lieu de travail, c'est-à-dire que, alors on peut penser à l'alcool ou au cannabis, et ça recouvre aussi toutes les phases aiguës de ces troubles qui peuvent être par exemple des crises d'angoisse, qu'on appelle également attaques de panique, qui sont un peu plus fréquentes depuis la crise sanitaire. Ça peut être aussi les pensées ou les intentions suicidaires, mais également les conduites agressives qui peuvent se manifester au travail, notamment du fait de la consommation de substances. Pour les troubles dépressifs, les troubles psychiques, pardon, vont au-delà de la simple humeur triste, hein. Je pense par exemple à des moments de vie qu'on peut affronter. Une phase de deuil, c'est quelque chose de transitoire. On n'est pas dans l'idée de tout psychiatriser. D'ailleurs, en général, on se base sur 3 caractéristiques pour définir un trouble psychique. Et pour le coup, pour faire la différence avec ce que Karen a pu nous exposer, davantage sur les conséquences de ces troubles plus que sur leur origine. Donc, dans ces 3 caractéristiques des troubles psychiques, on va trouver une intensité de la souffrance psychique qui est ressentie, et notamment des signes et symptômes qui sont vécus par la personne, un impact sur sa vie sociale, que ce soit sa vie familiale ou la vie au travail, la vie professionnelle, et puis une certaine durée. Donc, on a les 3 critères, l'intensité, l'impact et puis la durée. Donc, ce sont des pathologies, elles ne vont pas se solutionner toutes seules. Et ça ne repose pas que sur la volonté, il va falloir mettre en place quelque chose. J'en profite pour préciser que le burn-out n'est pas à proprement parler classé dans les troubles psychiques, puisqu'il s'agit plus d'une situation hein, qui est créée, notamment qui peut être créée au travail, mais le burn-out peut induire des troubles psychiques, c'est-à-dire quelqu'un qui vit un burn-out peut ensuite développer une dépression, des troubles anxieux ou des pensées suicidaires. En France, quelle est la réalité de la santé mentale au travail? Donc, je vais vous donner quelques chiffres, et notamment ceux qui sont sortis très récemment donc, du baromètre 2023 de l'absentéisme, qui est établi tous les ans par Malakoff Humanis. Alors, quelques données. Déjà, il faut savoir qu'en 2023, 50% des salariés ont été arrêtés au moins une fois, donc ont connu au moins une fois un arrêt de travail. Pour les arrêts les plus longs, de manière, alors c'est une tendance lourde, hein.
ce sont les troubles psychologiques, donc les causes d'arrêt pour troubles psychologiques qui arrivent en tête. D'ailleurs, ces causes ont triplé depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'en 2023, c'était 31%, alors qu'il n'était que de 14% en 2020. Les troubles psychiques, donc les causes d'arrêt pour cause de santé mentale, restent la première cause d'arrêt maladie en France si on accepte les affections saisonnières banales, hein, courantes, comme les rhumes. Autre donnée qui est intéressante, c'est la durée moyenne de ces arrêts. En moyenne en France, la durée moyenne d'un arrêt, c'est 19 jours. Les arrêts pour motifs psychologiques sont en moyenne de 33 jours. Donc, on voit qu'ils affectent directement la présence et du coup la performance de l'entreprise, mais on a pu constater, bien qu'on n'ait pas de données sur cette tendance, qu'ils peuvent être aussi la cause, on va dire, de périodes d'absentéisme, c'est-à-dire une personne qui va poser un jour, et ce sont un peu des pauses pour récupérer, hein, qui vont être gérées par le salarié sur son capital temps pour essayer justement de gérer lui-même comme il peut les difficultés qu'il rencontre. Alors, quelle place aujourd'hui pour la santé mentale au travail? Puisque ce n'est pas très évident, hein, c'est un sujet qui est quand même assez difficile à aborder, d'autant qu'il est communément admis qu'on ne parle pas de sentiments ni d'émotions au travail. C'est pas quelque chose, alors y compris hein, quand il y a des conflits, c'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de s'étaler, voire ce serait peut-être un signe de faiblesse. Moi, j'y vois 2 obstacles principaux. Le premier obstacle de parler et d'avancer sur la prévention en santé mentale au travail, ça peut être une réticence de la part de l'entreprise employeur. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un malentendu, c'est-à-dire que l'employeur peut penser qu'il est la cause de ce mal-être. Or, ça n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas le cadre du travail. Alors, ça peut être parfois, de temps en temps, le mode de management, mais on fait bien la différence entre la souffrance au travail et la souffrance du travail. Donc, toute la souffrance psychique qui va être vécue au travail n'est pas forcément la souffrance qui vient du travail. Et à ce propos, je vous invite à revoir ou à relire tout ce qu'a pu produire Marie Peset, hein, qui est une des premières psychologues à avoir mis en place des consultations sur la souffrance au travail, c'est-à-dire la souffrance qui se manifeste au travail. La deuxième réticence, elle peut venir de la part du collaborateur lui-même, c'est-à-dire une personne qui sent que sa santé mentale est fragilisée, qui voit bien qu'il ou elle traverse une période peut-être de déprime, sur laquelle il n'arrive pas forcément à mettre des mots. On voit qu'il y a encore un fort tabou et une forte stigmatisation sur ces sujets, parce que ça pénalise l'image qu'on va donner de soi. On sait que c'est très important, l'image de soi au travail. Ça pénalise aussi peut-être la progression de la carrière de cette personne. Et la plupart du temps, les troubles psychiques ressentis vont être cachés. Les collaborateurs vont beaucoup prendre sur eux, d'autant plus que la plupart du temps, ils sont invisibles et donc indétectables. Pourtant, hein, vous l'avez rappelé tous les deux, Karen comme Damir, le Code du travail ne fait pas de différence entre la santé et la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale fait pleinement partie de la santé au travail. Ça n'est pas une question personnelle, ça n'est pas un sujet tabou, ça n'est pas la vie privée du collaborateur. À partir du moment où ça a des conséquences et où ça se manifeste au travail, l'employeur doit mettre en place la même prévention. Il n'y a pas du tout de dichotomie. Alors, que peut-on faire justement pour une meilleure prévention de ces questions de santé mentale au travail? Peut-être aussi pour arriver à mieux en parler. Alors, l'OMS recommande de former les cadres aux questions de santé mentale pour permettre, je reprends exactement les termes de l'OMS, de repérer, soutenir et orienter toute personne qui serait confrontée, qui serait en contact avec un collègue, un collaborateur, quel que soit d'ailleurs le niveau de hiérarchie, qui rencontrerait un problème de santé mentale. Difficile d'en parler à la machine à café. Comment trouver les moyens, les mots pour aborder ces questions sans avoir l'impression d'être intrusif, de se mêler de la vie privée de la personne, comment en même temps assurer ses obligations de prévention.
Eh bien, il y a aussi des outils qui ont été mis en place et je voudrais plus particulièrement vous parler des formations sur le secourisme en santé mentale. Puisque de même qu'il y a un secourisme pour la santé physique qui est alors largement connu et répandu en France, il existe depuis 5 ans maintenant un programme qui est développé, qui est arrivé d'Australie, mais qui a été non seulement traduit, mais adapté à notre système français, donc qui est le programme de secourisme en santé mentale. À qui il s'adresse? En fait, il s'adresse à tout citoyen. On peut tous être secouristes. Et pour vous donner un chiffre, en France aujourd'hui, il y a à peu près 120 000 personnes qui ont fait le choix d'être secouristes en santé mentale. Pour ma part, moi j'interviens depuis 18 ans dans des entreprises, donc j'accompagne des équipes, des collaborateurs, des organisations qui se transforment ou pas. Et de plus en plus des managers. Alors on dit toujours du manager qu'il est un peu le couteau suisse de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui pèse sur ses épaules beaucoup d'obligations nouvelles, mais le manager peut se former au secourisme en santé mentale, ou d'ailleurs n'importe quelle personne d'une équipe ou d'un site, pour être ce que j'appelle une vigie. Une vigie, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire justement cette prévention primaire, c'est-à-dire déjà de repérer, d'être en capacité de comprendre ce qui se passe et d'amener les bons mots, de poser les bonnes questions. On dit souvent que c'est apprendre à aider à pouvoir en parler, à mettre des mots, à améliorer aussi le niveau de connaissance des équipes sur ces sujets et de pouvoir soutenir un collaborateur qui traverserait une période difficile pour permettre ce qu'on appelle à la fois de la prévention, mais aussi des interventions précoces, pour pouvoir orienter vers des professionnels, un accompagnement professionnel qui évidemment se fera en dehors de l'entreprise. Alors bien sûr, ces interventions, et ça peut se faire en appui, soit avec la santé au travail, le service de santé au travail, ça peut se faire en appui aussi avec les ressources humaines, en termes de conseils, mais toute personne peut être secouriste pour repérer, soutenir et surtout orienter, c'est-à-dire connaître le réseau des professionnels qui vont pouvoir aider et prendre en charge un collaborateur qui rencontrerait une difficulté sur le plan de la santé mentale. Et ce qui me paraît tout à fait déterminant aussi, et c'est ce qu'on fait au cours de ces formations de secouristes, c'est d'apprendre la juste posture, c'est-à-dire de soutenir sans trop s'investir, sans trop s'engager personnellement et sans non plus mettre en difficulté sa propre santé mentale. Aujourd'hui, pour accompagner beaucoup d'équipes au niveau des RH, malheureusement, les professionnels des ressources humaines sont ceux qui sont les plus impactés au niveau de leur santé mentale. Donc, ça va être important de préserver sa propre santé mentale quand on cherche à protéger celle des autres. Voilà pour ce qui me concerne, pour ma partie où j'ai essayé de vous résumer l'essentiel. Je vais reprendre les questions si vous en êtes d'accord et je vous invite à ajouter peut-être alors des questions, que ce soit pour Damir, pour Karen, pour moi-même dans le chat. Alors il y en a quelques-unes, je vais les reprendre dans l'ordre. J'ai vu que tu avais répondu, Karen, je pense, sur l'article. Voilà. Oui, Sur je l'ai mis l'article, dans le chat. voilà, du Code du travail. L'article qui concerne la médiation en cas de harcèlement moral. Est-ce que cette médiation, elle peut également être demandée par un agent de la fonction publique territoriale? Donc oui, ça peut être demandé partout. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. Alors là, il s'agit de droit public, donc c'est vrai que je maîtrise un peu moins, mais je sais que la médiation peut intervenir partout. Il y a même dans certains ministères aussi des médiateurs internes. Donc on peut recourir à la médiation interne ou alors demander un médiateur externe. Donc oui, c'est tout à fait possible. Laure nous demande, elle dit, il lui semblait que le recours à la médiation devait être fait au plus tôt, c'est-à-dire au stade de tension et conflit, pour être efficace, notamment avant que la situation de crise s'installe et s'enlise. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce qu'effectivement, ça peut être à n'importe quel stade? Non, c'est à n'importe quel stade parce qu'en fait, au plus tôt, le problème, c'est que ce sont les personnes qui doivent vouloir participer à la médiation. Et c'est quand le moment où elles veulent participer à la médiation. Ça peut être au début, et puis peut-être qu'au début, les personnes ne sont pas prêtes, donc ça peut être plus tard. Donc ça dépend vraiment de chacun. Il faut être prêt pour aller en médiation. Donc pour certaines personnes, ça sera effectivement au début, et pour d'autres, ça sera beaucoup plus tard. Donc voilà, ça dépend de toute une
tout est une question de temps. Alors, on a une question qui peut nous être adressée à tous les trois sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et finalement du lien avec la prévention des risques. Est-ce qu'un de vous deux veut répondre ou... Alors, je crois qu'au-delà de la RSE, il y a quand même déjà les obligations légales du Code du travail. Tout à fait. Alors, moi, je ne m'y connais pas trop là-dessus. Alors, je sais, j'ai trouvé Moi, justement en cherchant je peux une répondre fiche un tout pratique. petit peu. Ah bah très bien. Je peux Alors, répondre voilà, un je te tout petit laisse. peu. Mais sinon, effectivement, il y a pas mal de choses j'ai trouvé une fiche pratique sur améliorer sa gestion des risques avec la RSE, où effectivement, on prend en compte ces nouveaux risques qui viennent enrichir justement l'analyse des risques. C'est ce que j'ai pu voir. Pour moi, c'est sur le volet social, puisque dans la RSE, on a, comme le développement durable, on a 3 piliers, et en l'occurrence, ça rentre pour moi dans le pilier, le volet social. Bon, la RSE est aussi, je ne vais pas dire qu'il y a un effet de communication, mais c'est important aussi. Beaucoup d'entreprises vont utiliser le levier de la RSE dans une démarche justement d'être un acteur engagé. Donc oui, c'est aussi sur les leviers de la RSE. Valérie me demande, donc la psychologue dont j'ai parlé, c'est Marie Peuzet, P-E-Z-E, qui a beaucoup publié. Moi, j'ai eu la chance de faire une émission de radio avec elle, elle est absolument passionnante. Et elle a mis en place ses consultations sur la souffrance au travail. Alors aujourd'hui, elle a créé une association, puisqu'elle a, je pense, plus de 70 ans. Donc elle est retraitée, elle continue à travailler avec des psychologues qui sont très investis sur ces sujets. Elle a une association qui doit s'appeler Souffrance au travail, mais que vous trouverez, à mon avis, assez facilement sur les réseaux, sur un moteur de recherche. Oui, Carla nous dit le syndrome du sauveur, effectivement. En croyant parfois, en voulant bien faire, on fait plus de bien que de mal. Donc, il vaut mieux connaître les recommandations. Je pense que chacun dans nos métiers, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des recommandations. Il y a un cadre légal, mais il y a aussi des préconisations qui ont été mises en place par des professionnels, qui est en fait un peu l'équivalent de la jurisprudence. C'est-à-dire que les recommandations, souvent, elles viennent du terrain et ce sont des bonnes pratiques qui peuvent être généralisées. Avez-vous d'autres questions? Je regarde le timing, je vois que nous sommes parfaitement dans les temps, puisqu'on voulait vous proposer quelque chose qui soit court et percutant. En tout cas, pour ceux qui ont vu l'annonce de cette conférence sur LinkedIn, si vous avez d'autres questions pour les uns ou les autres d'entre nous, eh bien, vous pouvez aussi nous contacter par ce biais. Et puis, si vous pensez que vous n'avez pas d'autres questions, alors je fais un petit salut pour les personnes qui nous verront en replay. D'ailleurs, dès que ce sera prêt, on vous enverra à tous le replay de ce webinaire. Il me reste à vous saluer. Je vais laisser chacun aussi, Damir et Karel. Bien, merci à tous pour votre présence et à ceux qui seront présents lors du replay. Et Damir, on t'entend toujours pas. Il faut remettre le micro. Ok, merci Laurence, vous n'avez plus de son. Ok, moi rapidement, là j'étais en train de l'écrire là par rapport à la question sur la RSE rapidement. Donc il y a aussi il y a des, si vous voulez, des normes, notamment les normes ISO. Il y a la 45001 qui est liée au management et à la sécurité et la santé au travail. Donc ça peut également vous aider. Et puis moi, oui, merci de nous avoir suivis pendant ces 45 minutes. Et on espère qu'on vous a donné les outils, comme on disait, les solutions, pour, à la fois pour que vous puissiez vous-même vous préserver et préserver, si vous avez des collaborateurs, leur santé physique et mentale. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir.